parti. Ok, merci. Donc, avant de commencer, j'aimerais vous souhaiter une très très bonne fête de l'Aïd à tout le monde. Inch'Allah, jazalikum hadal aam bil khair wal hana. Voilà, j'aimerais tout d'abord, donc, après cette, remercier chaleureusement les étudiants qui activent dans le cadre de MEDSA El Jazair, parce qu'ils m'ont contacté pour vous apporter donc pour vous communiquer certains de mes cours. Ces cours-là sont destinés normalement aux étudiants qui vont passer le test final. Cependant, tous les étudiants du cycle clinique peuvent en bénéficier parce qu'une protéinurie, on peut la détecter dès les premières années de médecine et du cycle clinique. Vous êtes au niveau de l'hôpital et donc vous travaillez, vous avez des protéinuries et donc là, il faut savoir l'interpréter, etc. Mais avant de commencer mon cours, j'aimerais vous préciser qu'il y aura d'autres cours qui vont suivre. Pratiquement, il y a sur les dyslipidémies, la vitamine D, sur le bilan rénal et l'équilibre acide-base. Et puis, peut-être, je vais faire avec vous deux séries d'exercices afin de vous permettre de savoir interpréter les examens cliniques, les examens biologiques, pardon. Parce que il faut savoir que les examens biologiques sont très mal interprétés et très mal prescrits. Et donc le but, plus que de passer le test final ou d'avoir des notions, c'est d'avoir quelque chose de pratique, quelque chose de touchable pour savoir interpréter donc vos bilans. Donc le cours d'aujourd'hui, concerne les protéinuries de la bandelette réactive au diagnostic étiologique. Donc, la protéinurie est un symptôme. Ce qu'il faut comprendre dans un premier temps, c'est un symptôme, ce n'est pas une maladie. Autrement dit, quand il y a une protéinurie qui a été diagnostiquée par les bandelettes, généralement, puisque vous êtes dans les services cliniques, vous faites une bandelette, vous trouvez une protéinurie. Il faut savoir que c'est un symptôme. Il peut vous orienter vers une anomalie fonctionnelle ou bien vers une anomalie organique. Autrement dit, vous pouvez trouver des protéines sur un rein tout à fait intactes, comme il y a des protéinuries qui sont fréquentes aussi sur des reins qui sont lésés. Il faut savoir que c'est l'un des déterminants de la progression de l'atteinte rénale. Autrement dit, une protéinurie à quelques croix, c'est-à-dire à une ou deux croix par les bandelettes urinaires, n'est pas une protéinurie à 4 croix, c'est-à-dire la quantité de protéines peut indiquer elle peut indiquer l'importance ou la lésion rénale, donner une idée sur la lésion rénale qui peut être importante. Donc, c'est l'un des déterminants de la progression de l'atteinte rénale et la quantité des protéines excrétées reflète le plus souvent la sévérité de l'atteinte rénale. Avant de parler des protéinuries pathologiques, j'aimerais vous parler de la protéinurie physiologique parce que dans les urines, nous avons des protéines et c'est une protéinurie physiologique. Donc, on ne peut aller à la pathologie qu'en comprenant la physiologie. Alors, mais avant, il faut savoir que l'exploration d'une protéinurie est une exploration, donc l'exploration d'une protéinurie est une exploration qui est parfois difficile, une tâche difficile, et ce, malgré les examens complémentaires qu'on a, c'est-à-dire les examens cliniques, radiologiques, l'IRM, l'échographie, même la ponction biopsie rénale. On peut aller jusqu'à la ponction biopsie rénale sans trouver une atteinte rénale. Et donc, sans trouver plutôt biopsie rénale, sans trouver la cause ou l'étiologie de la protéinurie. Et donc, l'exploration peut être parfois très, très difficile pour connaître l'origine de la protéinurie. Alors, qu'est-ce qu'une protéinurie physiologique? La protéinurie physiologique est quantitativement faible. Elle est inférieure à 150 mg par 24 heures. Elle est constituée de protéines dont le poids moléculaire est le plus souvent inférieur à 69 000. Alors, l'une des premières choses que j'aimerais que vous gardiez est que le cut-off, c'est-à-dire la limite de la filtration, c'est le poids moléculaire de l'albumine qui est situé ici à 69 000 daltons. Autrement dit, les protéines dont le poids moléculaire est supérieur à 69 000 daltons ont une très faible probabilité de passer dans les urines, alors que les protéines dont le poids moléculaire est inférieur à 69 000 daltons
peuvent passer dans les urines à condition que leur charge ne soit pas trop négative. Parce que dans la filtration, il n'y a pas uniquement le poids moléculaire, mais il y a aussi la charge de la porosité et la conformation. Si elle est fibrillaire, elle peut passer facilement. Si elle est globulaire, elle ne peut pas passer facilement. Et donc, la protéinurie physiologique est quantitativement faible, inférieure à 150 mg par 24 heures. Alors, comment se constitue la protéinurie physiologique? Regardez, le sang arrive, là, il contient beaucoup de protéines, le sang, donc il arrive au niveau de la barrière glomérulaire et il va normalement filtrer. Alors, regardez, les protéines dont le poids moléculaire est inférieur à 69 000 daltons, 60 000, disons là sur le schéma, ils peuvent passer aisément, comme la bêta-1 microglobuline, la bêta-2 microglobuline, ils peuvent passer. Mais les protéines entre 60 et 100 000, elles peuvent passer, ne pas passer, en fonction donc de leur charge et de leur conformation. D'accord? Mais les protéines dont le poids moléculaire est supérieur à 150 000, elles ne peuvent en aucun cas passer parce qu'elles ont un poids moléculaire très très important. Et si je vous donne par exemple les protéines de gros poids moléculaire, il y a les IgG. Si les IgG passent, c'est-à-dire que le rein laisse passer tout, c'est comme dans le syndrome néphrotique impur, où il y a impur ou une protéinurie non sélective, il y a passage de protéines de gros poids moléculaires. Et lorsque les protéines de gros poids moléculaires passent, c'est-à-dire que le rein, il y a de très très faibles chances de récupérer le rein. Donc, les protéines arrivent avec le sang, le faible poids moléculaire filtre, alors que dans le poids moléculaire, les protéines dont le poids moléculaire est supérieur à 69 000 daltons, normalement, elles ne passent pas, ou très faiblement. Maintenant, regardez, les protéines, en réalité, ne passent pas, mais les protéines de faible poids moléculaire, dont le poids moléculaire est inférieur à 69 000, elles peuvent passer jusqu'à 5 grammes. Autrement dit, le glomérule laisse passer 5 grammes de protéines. Mais moi, je vous ai dit que la protéinurie physiologique, elle est de 150 milligrammes. Donc, où sont partis les 5 grammes, pratiquement 5 grammes, 499 à peu près milligrammes, où sont-ils passés? 5 grammes. C'est-à-dire que le tubule joue un rôle dans les réabsorptions des protéines. Regardez ici. Le tubule contourné proximal, il réabsorbe le glucose, les acides aminés, les protéines, le sodium, le potassium, le chlore, il réabsorbe pratiquement tout, mais entre autres, les protéines sont réabsorbées, mais les protéines de faible poids moléculaire. Ça, c'est très important. Il faut garder ça à vie, pratiquement pour votre vie, que les protéines sont métabolisées par le tube contourné proximal. À peu près 5 grammes sont réabsorbés par jour, ne laissant passer dans les urines ou l'urine définitive finale que 150 mg. Autrement dit, là, c'est pour la pratique, nous aurons une protéinurie pathologique si le glomérule est atteint, il laisse passer, comme dans le syndrome néphrotique, mais je peux avoir une protéinurie tubulaire quand le tubule est atteint. Par exemple, dans la maladie de Debré-Fanconi, là où il y a une atteinte tubulaire, je peux avoir des protéines dans les urines. Donc, il y a deux types de protéinurie. Soit le glomérule, il est atteint, c'est dans les néphropathies, par exemple, glomérulaires, ou bien les protéinuries d'origine tubulaire, parce que le tubule joue un rôle dans le catabolisme des protéines. Regardez là le rôle de tubule dans la réabsorption des protéines. J'ai dit qu'il réabsorbe 5 grammes de protéines. Regardez les ligands. Là, nous avons dans le tubule dans les cellules tubulaires, nous avons des récepteurs. Nous avons la mégaline et la tubuline qui vont fixer la vitamine B12, la bêta-2 microglobuline et l'isosyne l'albumine. Alors, il y a phagocytose et récupération des protéines qui vont passer par le filtre glomérulaire et qui ont un poids moléculaire inférieur à celui de l'albumine, c'est-à-dire 69 000 daltons. Alors, ce tableau-là va vous présenter les protéines majoritaires des urines à l'état physiologique. Autrement dit, dans les urines, qu'est-ce que je peux retrouver? De l'albumine, je retrouve de l'orosomucoïde, de l'aptoglobine, de la transférine, je retrouve de la protéine de TAM-phosphol, alpha-1 microglobuline, mais les deux principales protéines dans les urines à l'état physiologique, c'est l'albumine et la protéinurie de TAM-phosphol.
Alors là, vous pouvez voir peut-être pour vous une anomalie. J'ai dit que les protéines dont le poids moléculaire est inférieur à 69 000 passent, mais supérieur à 69 000 ne passent pas. Regardez la protéine de Tamm-Horsford qui existe à l'état physiologique dans les urines. Elle a pratiquement 7000 kilodaltons et elle se retrouve dans les urines. Eh bien, cette protéine, elle ne filtre pas, impossible, parce que le filtre glomérulaire ne le permet pas. Elle est synthétisée in situ dans le rein, à l'intérieur donc du parenchyme rénal, au niveau de l'anse ascendante, au niveau de l'anse ascendante de la branche de Henle, plutôt la branche ascendante de l'anse de Henle. Elle est synthétisée et cette protéine-là, on ne connaît pas jusqu'à présent sa fonction, mais probablement elle a un rôle anti-infectieux. Et certaines mutations de cette protéine-là, de Tamm-Horsford, qui est synthétisée par la branche ascendante de l'anse de Henle, ils peuvent donner des insuffisances rénales chroniques, une hyperuricémie juvénile, une insuffisance rénale chronique, donc les mutations de la peau. Je reviens, donc la protéinurie physiologique est constituée de toutes ces protéines-là, et la liste n'est pas exhaustive, et vous pouvez voir que les deux protéines majoritaires dans les urines à l'état normal, c'est l'albumine et la protéine de Tamm-Horsford, d'accord? Et l'albumine, regardez, c'est 15 mg à peu près, mais ne peut en aucun cas dépasser les 30 mg. Parce que quand ça dépasse les 30 mg, ça devient microalbuminurie. Alors, who should be tested? Ils doivent être testés dans le but, le screening, de chercher une protéinurie. Nous avons, il faut garder dans votre tête, et là, pour la vie, forever, il y a deux pathologies. Les principales pathologies pourvoyeuses d'insuffisance rénale chronique, c'est le diabète et l'hypertension artérielle. Le diabète, nous avons à peu près 7% de la population algérienne qui est diabétique, ça correspond à peu près à 4 millions d'Algériens qui sont diabétiques, et ça, ceux qu'on connaît, c'est-à-dire qu'ils sont diagnostiqués, il reste des malades qui ne sont pas diagnostiqués. Il y a l'hypertension aussi qui touche de plein la société algérienne à cause du stress de la vie, la maladie. Donc, il y a beaucoup de problèmes de santé. Et l'hypertension, d'après les sociétés savantes algériennes, il y a à peu près un Algérien sur 3 qui est hypertendu. Donc, ces pathologies-là doivent, les malades qui ont le diabète ou l'hypertension doivent obligatoirement dans leur bilan contenir la recherche d'une protéinurie. Il y a les maladies vasculaires, l'histoire familiale de maladies rénales chroniques, les maladies du système comme le lupus, et les sujets sous drogue néphrotoxique doivent donc obligatoirement être testés sur le plan de la protéinurie. Alors maintenant, comment se fait l'investigation réelle d'une protéinurie au laboratoire? Et je vais vous donner des notions même pratiques à vos cliniciens qui vont vous aider dans votre vie pratique, parce que le but, c'est pas pour les laborantins ce cours-là, mais pour les cliniciens qui peuvent nous aider pour vous donner des résultats fiables. Regardez, le premier qui a observé une protéinurie, plutôt, il a observé des urines anormales était Hippocrate à 460, 370 avant Jésus-Christ. Il a remarqué que les urines d'une pathologie rénale, on ne connaissait pas la protéinurie à 2400 ans, 2400 il y a de là 2400 ans, on connaissait pas donc la protéine, on connaissait pas la protéinurie, mais déjà Hippocrate avait attiré l'attention sur le fait que une pathologie des urines mousseuses était associée à des pathologies rénales. Mais maintenant, on sait que les urines trop mousseuses, c'est des urines qui contiennent des protéines. Alors, j'ouvre une parenthèse maintenant avant de revenir à la protéinurie. Là, ce sont les urines que l'on reçoit au laboratoire généralement. Ça, ce sont des urines ictériques. Et vous savez, les urines ictériques, ça correspond à la bilirubine conjuguée. Ça, quand on trouve des urines qui sont ictériques, c'est de la bilirubine conjuguée. Je peux recevoir des urines hématiques, regardez, qui peuvent aller de l'hématurie microscopique jusqu'à la macrohématurie, donc l'hématurie macroscopique. Je peux avoir des urines claires. Les urines normales sont à peu près ça, des urines claires. Et il y a des urines troubles à gauche. Et regardez, il y a une publication qui a été faite les années 2010 aux États-Unis où on a eu des urines verdâtres ici qui sont montrées. Ça a été publié donc dans the American Journal of Kidney Disease. Donc vous pouvez voir, ce sont des urines verdâtres suite à la prise d'un antalgique qui s'appelle la flupirtine. D'accord, la flupirtine
qui est un médicament utilisé comme antalgique qui donnait des urines verdâtres. Et donc, je peux avoir toutes ces urines-là et des couleurs. Alors, il y a une pathologie sur laquelle j'aimerais attirer votre attention, qui n'est pas grave, mais qui peut, à partir de l'âge de 40 ans, provoquer des problèmes rhumatologiques. Ça s'appelle l'alcaptonurie. Vous pouvez avoir des urines comme ça qui vont changer vers le noir. Vous les laissez au laboratoire ou là, au niveau de votre service. Elles sont jaunes. Après 1 heure, elles virent vers le noir. Vous n'allez rien comprendre. Cette pathologie qui n'est pas grave, bon, relativement grave, disons, s'appelle l'alcaptonurie. C'est une anomalie du métabolisme de la tyrosine qui est un acide aminé. Comment elle se manifeste? Madame Lajous, qui est une rhumatologue à Ben Aknoun, a publié une série sur 11 familles qui avaient l'alcaptonurie, d'accord? Et pourquoi il se trouve en rhumatologie? Parce qu'à partir de l'âge de 40 ans, ça se manifeste par du rhumatisme. Et ces malades-là, pour attirer votre attention, parce que je dis bien que le médecin doit observer, l'observation est importante. Donc, regardez sur la sclérotique, il y a des taches noires. Et le pavillon là des oreilles, c'est bleu. Même on peut trouver ce bleu-là sur les mains. Jadis, moi-même personnellement, j'ai eu un malade dans ma vie pratique comme ça, mais et j'avais eu des urines comme ça qui se sont colorées, mais malheureusement là, je n'avais fait la biochimie qu'après, je ne connaissais pas ce virement-là, les urines d'une couleur jaune, ils deviennent noirâtres, noircissent, et donc ça a un rapport avec l'alcaptonurie. Donc je reviens, j'ouvre une parenthèse là, cette parenthèse je la ferme plutôt pour vous dire que l'observation est importante. Vous êtes dans votre clinique ou vous êtes dans le service clinique et vous voyez des urines de malades sondés. Si vous voyez des urines qui noircissent, pensez à l'alcaptonurie, examinez bien les malades. Si vous voyez des urines qui étaient claires et deviennent troubles, attention à l'infection urinaire parce que le malade peut choper une infection urinaire au niveau nosocomial, une maladie nosocomiale. Donc, faire très attention de bien observer les urines. Donc, une fois j'ai observé les urines au laboratoire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une bandelette urinaire. Alors, une notion importante qu'il faut garder, que les bandelettes urinaires sont sensibles pratiquement à l'albumine. Autrement dit, quand vous la mettez dans les urines, dans votre service, et vous ne trouvez pas de coloration, c'est-à-dire que vous n'avez pas trouvé de l'albumine dans les urines, il ne veut pas dire qu'il n'y a pas de protéines dans les urines. Un médecin, dernièrement, il est venu me voir, un médecin pédiatre, il est venu me voir, je lui ai rendu une réponse, bandelette urinaire négative et protéinurie 1,5 gramme. Mais me dire, il y a une contradiction. Il n'y a pas de contradiction. Ça, c'est une protéinurie tubulaire. Parce que les protéinuries tubulaires sont des protéines hors albumine et ne donnent pas de coloration. Donc, gardez bien, la bandelette urinaire se colore fortement avec l'albumine et très faiblement avec les protéines d'origine tubulaire. Donc, la protéinurie tubulaire n'est pas diagnostiquée par les bandelettes urinaires. Elle est très sensible à l'albumine. Le seuil de détection est entre 150 et 200 mg. Attention aux faux positifs. En cas de leucocytérie, des urines alcalines, la présence d'hématies, certains médicaments, une bandelette urinaire immergée longtemps, d'accord, le sperme, le pus peuvent donner des faux positifs. Attention donc dans votre interprétation. Mais nous, comment on sait que c'est un faux positif? Lorsque je fais le dosage, je trouve une valeur inférieure à 150 mg. Quand c'est inférieur à 150 mg, c'est une protéinurie physiologique, mais le dosage quantitatif, il va m'aider à éviter ces faux positifs. Donc, faussement négatif en cas de chaîne légère, parce que ces bandelettes-là ne diagnostiquent pas et ne détectent pas les chaînes légères, comme dans la maladie de Kaller et de Waldenström. C'est pour cela qu'il faut savoir, une notion qu'il faut garder aussi, que les bandelettes urinaires ne détectent pas toutes les protéines urinaires. Elles détectent le plus les protéinuries glomérulaires lorsqu'il y a de l'albumine. Mais les protéinuries tubulaires, les protéinuries par débordement, celles de Kaller ou de Waldenström, il y a d'autres méthodes pour les détecter. Alors, maintenant, regardez, comment j'évalue, après avoir fait ma bandelette urinaire, je dois aller vers le dosage. Alors, que faut-il choisir? Est-ce que je demande les urines de 24 heures ou je fais un spot urinaire?
Le gold standard, ce sont les urines de 24 heures. Clair, le gold standard, ce sont les urines de 24 heures. Mais le problème, il est très difficile parfois de recueillir les urines de 24 heures chez les enfants, par exemple, chez des sujets qui ont un Alzheimer, chez des sujets amnésiques, chez des sujets qui oublient. Donc, il y a les vieux avec incontinence urinaire, ils ne peuvent pas garder les urines. Donc, ils ne peuvent pas ramener les urines de 24 heures. C'est pour cela, d'ailleurs, en néphrologie, on ne fait pratiquement, on ne demande plus les clearances sur les urines de 24 heures, mais on fait les formules MBRD ou là, la CKD-EPI pour évaluer la clearance de la créatinine. Cela, on va le voir dans un autre cours, Inch'Allah. Donc, le gold standard, ce sont les urines de 24 heures. Alors, j'aimerais préciser que tout ce qui se fait sur les urines de 24 heures, tous les dosages effectués sur les urines de 24 heures, tous les dosages urinaires doivent être effectués sur les urines de 24 heures. Pour recueillir les urines de 24 heures, il faut respecter les notions suivantes. Alors, il ne faut pas dire au malade de 8 heures à 8 heures. 8 heures à 8 heures, le malade ne va pas comprendre. Alors, il faut lui dire, le matin, quand vous vous réveillez, il faut vider la vessie, jeter les premières urines du matin. À partir de ce moment-là, vous allez récolter les urines de 24 heures jusqu'au lendemain matin. Il va uriner dans le bocal. Donc, on commence par une vessie vide et on termine par une vessie pleine. On ne dit pas de 8 heures à 8 heures. Quand vous vous levez, au lieu de 6 heures, 7 heures ou 8 heures, dans ce cas-là, il doit uriner, jeter les urines. Il commence à recueillir les urines jusqu'au lendemain, donc la même heure dans le bocal. Ça fait des urines de 24 heures. Sinon, si vous lui dites 8 heures, quand il va se lever le matin, il va uriner dans le bocal et vous aurez des urines de 36 heures et là, ça va fausser tous les calculs. Tous les calculs. Nous, au laboratoire, parfois il y a des sujets qui nous ramènent des urines, c'est-à-dire un sujet adulte normal, il me ramène 1 litre ou moins d'1 litre. Comment je saurais qu'il a triché, il n'a pas ramené les urines de 24 heures? Je dose la créatinine dans les urines, parce que la créatinine, le débit de filtration de la créatinine est constant. Un homme de 70 kg doit excréter plus de 1400 mg de créatinine par 24 heures. Si je trouve une valeur inférieure à 1400 pour quelqu'un qui a 70 kg, je ne fais pas, donc je considère que les urines, la récolte des urines est fausse. Donc, on va essayer de travailler sur les urines de 24 heures. Mais si c'est pas possible, donc le spot est recommandé actuellement. Donc, les sociétés savantes, regardez, il y en a plusieurs, recommandent actuellement le spot. La détermination de protéines sur créatinine ou albumine sur créatinine sont actuellement recommandées et on ne perd rien par rapport aux urines de 24 heures. OK? Et on ne perd absolument rien. Maintenant, mais qu'est-ce qu'il faut choisir? Est-ce qu'il faut choisir protéines sur créa ou albumine sur créa? Eh ben, lorsque la bandelette urinaire est trop colorée, c'est-à-dire la protéinurie est massive, elle est abondante et importante, je fais protéines sur créatinine. Mais quand je suis en train de chercher une néphropathie débutante, je cherche est-ce que le rein est atteint ou non, c'est-à-dire est-ce que l'hypertension ou le diabète ont fait des dégâts, je fais le rapport albumine sur créatinine. Donc le rapport albumine sur créatinine, c'est un rapport très sensible pour le diagnostic de la néphropathie diabétique et hypertensive. Quand la protéinurie est massive, je fais protéines sur créatinine. Alors, la corrélation entre ces rapports et la récolte des urines de 24 heures a été démontrée. Il y a une très bonne corrélation. Donc, soit les urines de 24 heures, soit le rapport. Les évidences récentes tentent même à démontrer que ces rapports seraient plus adéquats qu'une récolte des urines de 24 heures. Regardez cette étude coréenne qui a été publiée pour faire la corrélation entre les urines de 24 heures avec le rapport albumine-créatinine ratio. Logarithme albumine-créatinine sur le logarithme d'expression rénale normale. Donc, regardez, la corrélation est très très bonne. C'est-à-dire, autrement dit, en résumant, en substance, je pourrais dire que vous pouvez faire les urines de 24 heures, mais si vous n'avez pas, vous pouvez. Donc, c'est impossible de recueillir les urines correctement de 24 heures. Il faut passer au rapport albumine sur créa ou protéines sur créa. Quelles sont les valeurs normales maintenant, les valeurs usuelles? Alors, regardez ici. Pour les valeurs normales, pour l'adulte, regardez,
on avait dit qu'une protéinurie physiologique, c'est inférieur à 150 mg par 24 heures. Pour le rapport maintenant, si vous faites le rapport, et c'est ça qu'on va garder pour le futur, protéines sur créatinine, milligrammes par litre sur milligrammes par litre, c'est la même chose, égal gramme par 24 heures, c'est inférieur à 0,2. D'accord? 0,2, donc normal, le rapport, milligrammes par litre passe milligrammes par litre, donc 0,2. Pour les enfants, regardez, une valeur de 500 mg est normale jusqu'à l'âge de 2 ans. Donc, on ne parlera de protéines pathologiques chez les enfants qu'à partir de 2 ans jusqu'à 2 ans, c'est-à-dire des enfants dont l'âge est inférieur à 2 ans, une valeur de 500 mg est tout à fait normale. Maintenant, vous pouvez aussi, vous avez l'alternative de rendre la réponse ou les résultats par la surface corporelle. Et là, je vous donne comment calculer les surfaces corporelles pour l'adulte et la surface corporelle pour les enfants. Donc, mais gardez que les valeurs physiologiques pour l'adulte, c'est inférieur à 150 mg par 24 heures et pour le rapport, c'est inférieur à 0,2. Maintenant, la microalgue. L'albumine dans les urines, j'avais dit que c'était une valeur de 15 mg, mais ça ne doit jamais dépasser les 30 mg par 24 heures. Ça s'appelle microalbuminurie. Donc, regardez les urines de 24 heures. Quand je demande une albumine dans les urines, attention, le dosage de l'albumine dans les urines n'est pas la même technique pour le dosage des protéines totales. Ce sont deux techniques de dosage différentes. Donc, les urines de 24 heures, quand je demande la microalbe, alors normo-albe, des valeurs inférieures à 30 mg par 24 heures, microalbe entre 30 et 300, macroalbe supérieure à 300 aux protéinuries massives. C'est ça, macroalbe, c'est une protéinurie massive. Maintenant, le rapport ACR, albumine, créatinine, ratio. Ce rapport-là, c'est pratiquement les mêmes valeurs pour 24 heures. Regardez, il ne change rien. Quand vous faites le rapport et vous faites les urines de 24 heures, vous avez les mêmes valeurs, inférieures à 30, inférieures à 30, la microalbe entre 30 et 300, 30 et 300, macroalbe supérieure à 300, supérieure à 300. Donc, les valeurs normales pour les rapports albumine sur créatinine sont les mêmes valeurs normales pour les urines de 24 heures. Alors maintenant, orientation étiologique. Une fois la protéinurie a été diagnostiquée, donc par la bandelette, confirmée au laboratoire quantitativement, la première question qu'il faut poser, est-ce que cette protéinurie est transitoire ou permanente? Ça, c'est important. Est-ce qu'elle est transitoire ou permanente? Parce qu'il y a une différence, très grande différence entre les deux. La protéinurie, il faut connaître, pour connaître les protéinuries, il faut connaître dans un premier temps, donc les protéinuries transitoires. Quand est-ce qu'il faut chercher une protéinurie transitoire? Lorsqu'il y a une fièvre, une déshydratation, l'exercice intense au cours d'une convulsion et l'insuffisance rénale. Alors, j'aimerais attirer votre attention sur une notion importante. Parce qu'on a l'habitude, malheureusement, moi je suis clinicien de formation, biochimiste, donc, mais il ne faut pas stigmatiser le laboratoire. Vous pouvez faire un dosage dans un laboratoire, vous allez trouver la protéine. Après une semaine, vous allez la refaire dans un autre laboratoire, vous n'allez rien trouver. Et vous allez dire, oh, le laboratoire, le premier laboratoire, eh ben non, et c'est votre cerveau qui l'a yukhrab. Il y a les protéinuries transitoires, il faut les connaître, parce qu'il y a et ces protéines-là, elles apparaissent puis elles disparaissent en fonction de la cause. La fièvre, si elle disparaît, la protéine va disparaître. Et donc, c'est pas le laboratoire qui s'est trompé. C'est que dans le laboratoire, c'est vrai qu'on se trompe, hein, personne ne nie, peut-être que je vais vous faire un cours sur les erreurs du laboratoire, mais il faut savoir que toujours quand vous avez un problème avec une analyse, il faut toujours la refaire et ne pas stigmatiser le laboratoire, l'un travaille bien, l'autre ne travaille pas bien, parce que le corps peut changer de physiologie, et ce que je trouvais aujourd'hui, je ne le trouve pas après une semaine. D'accord? Et donc, cherchez des protéinuries transitoires, fièvre, déshydratation. Quand vous éliminez toutes ces causes-là, et la protéinurie persiste des mois, là, ou des semaines, je parlerai de protéinurie permanente. Alors, la protéinurie permanente, il y a trois, on les classe comme ça. Les protéinuries pré-rénales, les protéinuries rénales et les protéinuries post-rénales.
Alors, les protéinuries prérénales, ce sont les protéinuries de surcharge dans le calaire et le Waldenstrom. Et là, le rein est intact, hein. Vous n'allez rien trouver. L'échographie sera normale, tout sera normal, sauf qu'il y a une protéinurie. D'accord? La protéinurie rénale, elle peut être glomérulaire, elle peut être tubulaire. La protéinurie glomérulaire aussi, elle est classée en sélective et non sélective. Comment on connaît une protéinurie sélective et non sélective? C'est selon les immunoglobulines. Si le rein laisse passer les immunoglobulines, c'est-à-dire la protéinurie est non sélective et l'atteinte glomérulaire, elle est importante et j'ai de faibles chances de récupérer le rein. Et quand la protéinurie est sélective, elle laisse passer que l'albumine, c'est déjà. Et comment on connaît la sélectivité? On fait des électrophorèses dans le sang et dans les urines, ou bien on fait les rapports albumine sur immunoglobulines sanguins et urinaires pour savoir s'il y a passage de immunoglobulines, il n'y a pas passage des immunoglobulines. Et les protéinuries post-rénales qui sont dues à des cystites ou inflammations, c'est-à-dire après les reins, au niveau des urétères, au niveau de la vessie, etc., des infections physicales qui peuvent provoquer donc des protéinuries, des infections urinaires basses. Maintenant, il y a une protéinurie permanente et qui n'est pas pathologique et qu'il faut connaître. Vous avez un sujet jeune dont l'âge est inférieur à 30 ans, il va venir vous voir, vous lui demandez un bilan, vous allez trouver une protéinurie. Le laboratoire vous rend alors une valeur de à peu près 2 grammes. Généralement, c'est la des protéinuries orthostatiques. Un sujet jeune, il n'a rien, vous lui demandez un bilan de routine ou un bilan de bonne santé, etc. Vous lui demandez un bilan, vous allez trouver une valeur de 1 gramme ou 2 grammes. Généralement, elles sont inférieures à 2 grammes. Vous faites l'échographie, vous faites l'urée, la créatinine, tout est normal. Son bilan est normal. Il faut penser à la protéinurie orthostatique du sujet jeune. C'est une protéinurie qui est permanente, elle va durer des années, qui a une valeur généralement quantitativement, elle est inférieure à 2 grammes par litre et elle intéresse 3 à 5% des adolescents. 3 à 5% des adolescents peuvent être atteints. Et donc, vous pouvez, c'est-à-dire dans votre vie pratique, vous pouvez avoir des protéinuries orthostatiques. Et donc, il ne faut pas affoler le sujet. Comment on va la diagnostiquer? Nous, au laboratoire, on va faire le test suivant. Le sujet va venir nous voir, là, je l'ai explicité clairement. Le sujet va nous voir. On va recueillir les urines sur 2 étapes. On va lui dire de se réveiller le matin. Il va uriner au WC. Il jette toutes les urines. Puis, il va récolter les urines de la journée dans un bocal. Avant de dormir, il va uriner dans le bocal de la journée. Ça, ce sont les urines de la journée. Quand il dort vessie vide. Le matin, quand il se réveille, il va uriner dans un autre bocal plutôt, pardon. Il va uriner dans un autre bocal. Donc, si les urines de la journée contiennent des protéines et celles de la nuit ne contiennent pas, ça s'appelle une protéinurie orthostatique. Elle est bénigne, elle intéresse 3 à 5% des adolescents et des adultes jeunes. La recherche de cette protéinurie, là, je vous donne toutes ces étapes-là, donc il ne faut pas affoler. C'est une protéinurie, il faut surveiller les sujets régulièrement, mais qui va disparaître. Elle est en rapport, on pense qu'elle est en relation avec l'hémodynamique rénale, parce que quand le sujet est debout, l'hémodynamique est différente du décubitus. Et donc, ce passage de la position debout à coucher fait disparaître cette protéinurie orthostatique. Une fois diagnostiquée, aucun suivi n'est recommandé. Alors, un mot sur la protéinurie de la prééclampsie. Il faut savoir que maintenant la protéinurie elle ne fait pas partie du diagnostic de la prééclampsie. Il reste que l'HTA et donc elle peut être totalement absente dans une prééclampsie, d'accord? Elle est quantitativement variable. Elle est glomérulaire et ou tubulaire et elle est due probablement à une perte de la charge de la barrière de la filtration. Donc, pour une femme enceinte, la protéinurie est pathologique pour des valeurs supérieures à 300 mg. En dessous de 300 mg, c'est tout à fait normal chez la femme enceinte. Alors maintenant, albumine urinaire. L'albumine urinaire ou microalbuminurie.
faut savoir, parfois, vous allez demander la microalbe dans le cadre du suivi des sujets diabétiques et dans le cadre des sujets hypertendus. Quand vous allez trouver une microalbe positive, c'est-à-dire des valeurs supérieures à 30 mg par 24 heures, ça c'est une microalbe. Elle n'est pas diagnostiquée, bien sûr, par les bandelettes, parce que les bandelettes sont sensibles pour des valeurs supérieures à 200 mg. Donc, la microalbe, quand elle est diagnostiquée par une technique bien précise au laboratoire, quand elle est diagnostiquée, ce n'est pas un signe d'atteinte rénale. Attention, la microalbe. Quand il y a une microalbe, il faut penser à toutes les artères du corps, c'est-à-dire qu'il y a une lésion endothéliale généralisée. Autrement dit, il faut chercher les yeux, il faut faire des examens, donc une rétinopathie diabétique, il faut faire un électrocardiogramme, une échographie rénale et explorer les artères coronaires. Et donc tout ça, une microalbe veut dire une atteinte vasculaire systémique. Donc la microalbe est un marqueur de gravité générale plus qu'un marqueur spécifique néphrologique. Attention, il ne faut pas se limiter au rein, parce que le rein, s'il y a une microalbe, je peux la récupérer en donnant les inhibiteurs de l'enzyme de conversion et je peux récupérer le rein à ce stade-là de microalbe, avant le passage à microalbe. Mais n'oubliez pas d'explorer les autres organes. Donc c'est un signe d'atteinte systémique et de lésion endothéliale généralisée. Alors, la microalbe, quand elle existe, regardez cette étude-là, étude PIS, qui a été faite une étude PIS qui a été faite sur 2977 patients. Regardez le risque de mortalité en fonction de la microalbe, le risque relatif. Plus la microalbe est importante, plus le risque de mortalité, toute cause confondue, est élevé. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a une progression pratiquement proportionnelle au degré de la microalbe. Donc, un sujet qui a une microalbe faible, donc très faible dans les valeurs de 30, 40 microgrammes, c'est pas comme un sujet qui a 150 ou 200 microgrammes, parce que là, milligrammes de microalbe, là, le risque de perdre le rein et d'évoluer vers les pathologies cardiovasculaires est important et la mortalité est importante. Maintenant, comment on fait le dosage au niveau du laboratoire? La microalbe, le dosage de la microalbe se fait au laboratoire par 3 techniques différentes actuellement qui existent. C'est l'immunoturbidimétrie, c'est la meilleure méthode actuellement qui existe au niveau du laboratoire. Il y a aussi les bandelettes qui existent, ce sont des bandelettes comme les bandelettes urinaires pour détecter l'albumine dans les urines, les bandelettes. Mais maintenant, on a introduit une microalbe immunologique comme celle utilisée, les bandelettes utilisées dans le diagnostic, c'est-à-dire le HIV, les bandelettes à diagnostic ou les cassettes à diagnostic rapide, immunologique, de HIV, HBS, etc. C'est des bandelettes immunologiques, voilà, immunodypes, qui est utilisée pour le diagnostic de la microalbe. Leur sensibilité est importante, regardez, de 98 à 100%, comme leur spécificité est très, très importante. Alors là, je vous laisse à lire ça. Quelles sont les recommandations pour faire une bonne microalbuminurie? Comment conserver, transporter les échantillons et dans quelles conditions on fait la microalbe? J'espère que vous allez les lire et si vous avez un problème, vous pouvez me contacter. Donc, pas de problème. Et le dernier tableau, pour terminer mon sujet ou mon topic, là, il est utilisé actuellement par les néphrologues. Il a été publié en 2012 par les néphrologues, les CADIGO, donc a été publié, et qui associe la microalbe avec le débit de filtration rénale, c'est-à-dire le DFG. Regardez, il y a un DFG supérieur à 90 qui est normal, une clearance de la créatinine inférieure à 15, bien sûr, les reins sont pratiquement bleus. Donc, il associe la microalbe avec le DFG. Et là, vous avez des couleurs en vert, des couleurs en jaune, et vous avez le rouge. Quand c'est rouge, c'est dangereux, l'évolution. Regardez, le risque de progression. Donc, je reviens sur le tableau. Il représente la pronostic, la fréquence, nombre par an, et stratégie de suivi des maladies rénales chroniques en fonction du débit de filtration glomérulaire et de l'albuminurie. Par exemple, je vous donne un exemple, un sujet qui a un débit de filtration glomérulaire de 45 à 59 millilitres par minute, regardez ici,
et il n'a pas de protéines dans les urines. Là, il est dans le jaune, c'est-à-dire le risque est modéré dans le jaune. 1 veut dire qu'il aura un seul contrôle par an et il sera suivi par le médecin généraliste. S'il y a apparition maintenant de microalgues, là, il aura 2 contrôles par an et il sera suivi par le médecin généraliste. Maintenant, si son débit de filtration est toujours le même, mais la protéinurie devient massive, importante, pardon, la protéinurie devient massive, là, il doit passer un avis du néphrologue. Il y aura 3 contrôles par an. Donc, ce tableau-là vous donne la relation entre microalbumine et débit de filtration glomérulaire. Voilà. Alors, en conclusion, il y a un screening obligatoire des sujets à risque, diabétiques et hypertendus. Ils doivent être toujours suivis de façon régulière sur le plan atteinte rénale, en plus de l'urécréatinine, l'hémoglobine glyquée, etc. pour les diabétiques. Il doit y avoir la recherche de la microalgue avant que la teinte rénale, avant que les bandelettes se colorent. C'est ça le but. C'est avant la coloration des bandelettes. C'est quand les bandelettes se colorent, c'est-à-dire qu'il y a une protéinurie massive. Bien observer les urines avant la manipulation. Ça, c'est pour les biologistes. Et même pour vous, cliniciens, il faut bien observer les urines troubles, des urines avec une odeur particulière doivent attirer votre attention. Les sticks, c'est-à-dire les bandelettes, sont très sensibles à l'albumine et faiblement sensibles pour les autres protéines. Alors, la quantification de la protéinurie peut se faire sur les urines de 24 heures ou un échantillon urinaire en calculant le rapport protéine sur créa. On ne perd rien de la fiabilité du résultat. Il faut distinguer les protéinuries transitoires des protéinuries permanentes. Attention, donc protéinuries transitoires, il faut les connaître, fièvre, convulsion, insuffisance cardiaque, etc. Il faut connaître pour ne pas affoler les sujets. Exercice physique intense, il y a protéinurie transitoire. Chez l'enfant de moins de 2 ans, des valeurs inférieures à 500 mg, des valeurs jusqu'à 500 mg sont tout à fait physiologiques. Chez le jeune adulte, pensez à la protéinurie orthostatique, qui est une protéinurie permanente, mais bénigne. Parfois, l'étiologie n'est pas retrouvée. Eh ben, comme je l'ai dit au début de mon topic, c'est que parfois vous allez explorer une échographie, vous allez faire l'IRM, puis vous n'allez rien trouver. Même vous allez passer à la PBR. En dernier lieu, devient impératif, mais parfois même la PBR, peut-être je vais vous donner un cas clinique après, avec une PBR faite, et la protéinurie était une protéine. Donc, on ne trouvera pas la cause. C'est pour cela que l'exploration d'une protéinurie est une exploration très, très difficile, et la collaboration entre cliniciens et biologistes doit être très étroite afin que le biologiste puisse vous donner un résultat fiable et correct. Et tout dépend donc de votre recueil des urines de 24 heures ou bien le spot urinaire, c'est celui du matin de la première miction. Mais il y a des conditions à respecter et si vous avez des problèmes, il faut toujours contacter le laboratoire pour les conditions de prélèvement. Donc on terminera par cette anecdote-là qui concerne les urines. Donc c'est une blague, je vais peut-être que les gens veulent l'écouter, une blague dans une usine de vin. Le dégustateur est mort. Le directeur publie une annonce qu'il en cherche un autre. Un candidat se présente, alcoolique, mal habillé, sale. Le directeur ne sait pas comment le faire partir. Il lui fait passer le test quand même. Il va goûter au vin. Alors, on lui donne un verre. Il boit, il dit vin rouge, muscat, 3 ans, flanc noir, vinification dans des citernes métalliques. Ah ben, exact. Un autre verre, vin rouge, cabernet, 8 ans, flanc sud, ouest, cul de chien. Exact. Lui dit c'est-à-dire le responsable, là, le directeur. Alors, le directeur est désorienté. Il fait un clin d'œil à sa secrétaire qu'elle fasse quelque chose. Elle apporte un verre d'urine. L'alcoolique voit blonde, 26 ans, enceinte, 3e mois. Et si vous ne m'engagez pas, je dirai qui est le père. Voilà, merci. J'ai terminé mon cours. J'espère que vous avez certainement des questions. Je resterai à votre service ou à votre
disponibilité. Bien sûr, il y a Metsa Al Jazair saura prendre, qui a tous mes coordonnées pour me contacter et je pourrai vous répondre à vos doléances. Merci beaucoup et au revoir au prochain cours, Inch'Allah. Merci.